Pour ce nouvel épisode, les contes de l'innovation se mettent au vert. Nous allons parler de sylviculture, d'innovation pédagogique et d'innovation managériale aujourd'hui dans les contes de l'innovation. Parce que vous le savez maintenant, l'innovation n'est pas que technologique, de service ou de marketing. Il existe de multiples territoires pour innover. Bonjour à tous et bienvenue dans les contes de l'innovation, le podcast proposé par Myriagone Conseil qui explore les territoires d'innovation sous la forme de récits fictifs. Et pour ce nouvel épisode, j'ai eu envie de vous emmener dans la vallée d'Éden. Dans cette vallée riche et fertile, nous allons rencontrer Pierre, un paysan déterminé à faire grandir son arbre en dépit de multiples obstacles. Aux racines du mus, c'est le conte que vous allez entendre aujourd'hui et qui va nous emmener en terre d'innovation, comme je vous le disais, pédagogique et managériale. Pour comprendre comment ce type d'innovation peut permettre de révéler et de cultiver les talents, j'ai le plaisir de recevoir Henri de Navassel. Bonjour Henri. Bonjour Aline. Vous êtes l'ancien directeur général de la FORP et à l'heure actuelle, vous êtes le président fondateur de la Fondation Humanité Digitale et Numérique. Je vous laisse nous en dire peut-être un petit peu plus sur cette fondation. J'ai créé cette fondation à mon départ en retraite pour accompagner financièrement des projets que je qualifie d'innovants et disruptifs au service de la grandeur de l'homme. Vaste sujet. Donc aujourd'hui, nous avons financé en 4 ans près de 60 projets destinés à la fois à des autistes, à des migrants, à des femmes victimes de violences, à des détenus, bref, à tout public. L'idée étant d'ouvrir les chakras de tous et de faire émerger les talents grâce à l'innovation pédagogique. Je vous remercie pour cette présentation et puis je vous propose de se lancer directement dans l'histoire que vous allez nous raconter, l'histoire des racines du mus. Henri, c'est à vous. Connaissez-vous la vallée d'Éden, une riche et fertile vallée située là-bas, là où le soleil se couche et touche la mer? Verdoyante, luxuriante, cette riche vallée, à de longue date, séduit les hommes en quête de fortune. Ils s'y sont précipités pour y récolter de précieuses paillettes d'or. Puis, au fil des années, après y avoir élu domicile, ces hommes devinrent des familles qui commencèrent à cultiver ces terres. Imaginez un long corridor vert, vif, se dessiner au pied des massifs rocheux, se frayer un chemin entre les arbres. La vallée est alimentée par une ancienne rivière souterraine qui irrigue la terre, expliquant la fertilité de cette région du monde. Lorsque Pierre est arrivé dans la région, c'est ce dont il rêvait. À force de s'imaginer des champs verdoyants, il avait fini par quitter son univers sec, pauvre et poussiéreux. Dans ses rêves les plus fous, les épis de blé étaient tendres, les arbres plantaient leurs racines dans une terre brune, élançant leurs impressionnants houppiers vers les cieux. À son arrivée, le tableau fut tout autre. Des terres fertiles, il ne restait qu'un lopin sec en haut d'une colline où un jeune arbre peinait à pousser. Il n'eut pas le choix. Du rêve, il s'effondra dans la réalité. La tête entre les mains, il se balançait. Partir, partir, toujours partir, aller chercher ailleurs, plus loin, sans valoriser ce que l'on a sous les yeux. Là-bas, mes champs étaient pauvres, mais c'était des champs. Ici, je n'ai rien qu'un arbre malheureux, chétif. Tandis qu'il se lamentait, une femme coiffée d'un immense chapeau de paille passa par là. Par bien des aspects, avec ses habits déchirés, ses cheveux en désordre et ses longues jambes, elle avait des airs d'épouvantail. Sa voix stridente s'éleva, agacée, dans le silence désolé. Lamentation, tout n'est que lamentation dans ta voix. C'était mieux ailleurs, c'était mieux avant. Ton arbre est chétif, brave homme, mais il est là. Il ne lui reste que quelques feuilles, au moins a-t-il des feuilles. Tu as acheté cette terre, à toi de la comprendre, de l'aimer, de la faire fructifier. Ces quelques mots laissèrent notre jardinier pantois. Qui était-elle? Pour qui se prenait-elle? Il lui suffit de se poser la question pour que la drôle de dame ait disparu. Il était perplexe. Et pour augmenter le mystère, il nota qu'en même temps qu'elle lui parlait, il lui avait semblé voir les feuilles de l'arbre se redresser. Il s'arrêta pour réfléchir un moment.
Il sentait ses jambes lourdes de la chaleur, tandis que son esprit se perdait entre souvenirs et rêves abandonnés. Tendu vers l'horizon, son regard se perdait entre les rares feuilles. Elles étaient floues devant ses yeux plissés, jusqu'à ce qu'une tache blanche l'oblige à recentrer son regard. Soudain, il devint rouge de colère. « Satanée chenille, pour qui te prends-tu à venir ruiner mon arbre? Tu n'as pas assez à faire dans la vallée pour venir te nourrir sur ces pauvres feuilles ?» Puis d'une pichenette, il envoya valdinguer le gourmand rampant. À partir de cet instant précis, et sans bien comprendre pourquoi, il décida que cet arbre valait toutes les plantations de la vallée et qu'il le protégerait. « Que fais-tu, brave homme ?» Quelques mois plus tard, la femme épouvantail était revenue. Lors de leur première rencontre, elle n'aurait pas donné 2 sous de ce paysan. Pourtant, elle n'avait pas hésité une seule seconde à le mettre devant ses contradictions. C'était bien là le plus efficace de ses défauts. Et visiblement, la rencontre avait été fructueuse, car l'homme s'était lancé dans de grands travaux. Il avait passé les premiers jours à creuser un sillon et à couvrir le pied d'humus. Humus, c'était le nom qu'il avait donné à son arbre, et recouvert de copeaux de bois fraîchement débités. Puis, quotidiennement, dans la fraîcheur du soir, il apportait à son arbre l'eau indispensable à son enracinement. L'arbre avait poussé, il semblait plus vigoureux à présent. Enfin, semblait seulement. Car, en se rapprochant, elle entendit Pierre pester tout en ramassant quelque chose au sol. D'abord la chenille, ensuite les oiseaux, et maintenant je me fais attaquer par du gibier de la pire espèce. Je me suis engagé à protéger Humus, et c'est ce que je ferai. Et d'une pichenette, il envoya valdinguer un morceau d'écorce déchiré. Humus, c'est un drôle de nom pour un arbre, provoqua la femme. Pas plus drôle qu'un épouvantail qui va et vient dans la vallée, lui répondit Pierre de mauvaise humeur. Humus, c'est la terre, chère dame. Mais surtout, ce mot a une racine commune avec humain. C'est pour cela que je l'ai nommé ainsi. Cet arbre est comme un humain. Il est mon seul compagnon sur ces terres hostiles et je souhaite l'aider à grandir comme je le ferais avec un petit enfant. Et que lui arrive-t-il à cet enfant alors? Qu'est-ce que ce morceau d'écorce que tu viens de jeter au loin? Ça, dit-il en pointant du doigt le morceau de bois. En fait, son tronc a été grignoté par des chevreuils, donc il est tout endommagé. J'en ai assez, ça ne peut plus durer. À force, ces bestiaux vont finir par l'empêcher de grandir. Il faut absolument que je trouve une solution pour le protéger. Tout à l'heure, j'ai ramassé ce vieux grillage. Il faut voir si je peux m'en servir pour le mettre au pied de l'arbre. Ces derniers mots avaient résonné, car sa voix, à mesure qu'il parlait, avait pris de l'assurance. Entre-temps, la femme avait disparu. Ça ne l'étonnait pas, ça ne le surprenait plus. Cette vallée était hors du temps, hors des sentiers battus. Il se mit aussitôt au travail, et le soir même, Humus arborait à son pied un grillage en forme de couronne. Pierre en était très fier, et chaque matin, il regardait le tronc intact d'un œil tout à fait satisfait. Pendant ce temps, l'automne s'installait dans la vallée. Les vents s'engouffraient et venaient assécher un peu plus encore le sol raviné du lopin de terre mal exposé. Un jour que les rafales se succédaient, le paysan avait vu par la fenêtre de sa modeste maison le jeune Humus ployer si fort qu'il avait pris peur. Il était sorti en courant, malgré la tempête, juste à temps pour le voir se rompre pile à la hauteur où le grillage prenait fin. Il était mortifié. De longues heures durant, il ressassa sa perte. Comment, alors qu'il voulait protéger le jeune Humus, avait-il fini par causer sa mort? À force d'observation, il avait compris que si le grillage le protégeait des assauts du gibier, il l'avait aussi empêché de renforcer son écorce et en même temps avait favorisé l'apparition de champignons. Bref, le tronc était trop fragilisé par la protection pour résister aux bourrasques de la tempête. Tu as échoué dans ta mission envers Humus. Tu n'as pas échoué dans ta mission de faire fructifier cette terre. Tout le monde se trompe. Apprends, paysan. Et oui, la femme avait eu vent de la nouvelle et avait pensé qu'il serait de bon ton de passer présenter ses condoléances aux paysans esselés.
Incapable de se passer d'une bonne salve de vérité, elle en avait profité pour lui remettre les idées en place, et cela fonctionna. L'homme se ressaisit, il planta un jeune arbre qu'il laissa cette fois prospérer. Le sillon, la terre, qu'il mélangea avec une terre un peu plus riche venue de la vallée, lui permirent d'installer confortablement l'arbrisseau. Il avait clôturé le lopin de terre pour tenir à distance les animaux, ce qui permettait de protéger l'arbre sans jamais l'étouffer. Seulement, nulle chose n'est parfaite, et en poussant, l'arbre se tordit. Pierre s'empara du problème et trouva la solution adaptée. Parce qu'il était encore jeune et souple, il planta un tuteur au pied de l'arbre pour le guider. Le paysan était confiant, l'arbre pousserait droit, il s'élèverait fort et majestueux vers le ciel. Mais, le tuteur se confondant avec le tronc, Pierre tarda à se rendre compte qu'il avait pénétré dans le tronc. Malheureusement, en le protégeant, il l'avait affaibli et le jeune arbre était rongé de l'intérieur. Il n'eut d'autre choix que de le déplanter. Une nouvelle fois, il avait échoué. Protéger, guider, n'est ni étouffé ni dressé. Tu dois trouver ton équilibre. Il trouvait cette femme décidément très moralisatrice. Elle avait le don de mettre le doigt là où ça fait mal. Et pourtant, jusqu'ici, ses conseils lui avaient permis de progresser, et chaque fois qu'il était dans l'inconfort de celui qui doute, elle lui avait permis de relever la tête et de prendre confiance dans ses choix. Une fois encore, mais ce serait la dernière, il décida de l'écouter. Il replanta donc un jeune arbre, Humus III, il l'avait appelé, jeune descendant de la naissante dynastie des Humus de la vallée d'Éden. Humus III était protégé par une clôture. Il avait un tuteur que Pierre sut retirer à temps. En revanche, notre sylviculteur prit grand soin de ses besoins pour lui apporter la juste dose de protection, de liberté et le faire se développer. Sans se précipiter, il le laissa s'enraciner. C'était un travail de chaque instant, n'allez pas croire que c'était simple. Chaque jour faisait naître un besoin nouveau pour l'arbrisseau. Trop d'eau, pas assez. Le vent abîmait ses feuilles, les chenilles le dévoraient, le gel attaquait ses feuilles encore si fragiles. L'hiver passa, l'arbre survécut. Et quand le printemps commença à s'installer dans la vallée d'Éden, Humus III n'avait plus rien à voir avec l'arbrisseau qui était entré dans l'hiver. Aucun de vous n'aurait pu le reconnaître. « Que tu es beau !» s'exclamait la femme chaque fois qu'elle passait par là. Autant dire que Pierre n'était pas mécontent de lui voir clouer le bec. Sans le reconnaître, il partageait son admiration. En effet, ses feuilles se multipliaient à vitesse grand V. Pouce après pouce, Humus III s'étoffait. À mesure que ses racines s'enfonçaient dans le sol, il gagnait en envergure. Chaque centimètre gagné sur les cieux exigeait du travail de la part du brave paysan. « Que veux-tu aujourd'hui, Humus ?» avait-il coutume de demander chaque matin, et chaque soir, il lui apportait la juste dose de ce dont il avait besoin. Lui qui avait rêvé d'une vie confortable en gagnant la vallée d'Éden, n'avait connu que l'inconfort. L'inconfort des gens qui doutent, l'inconfort de ceux qui cherchent des solutions. Il avait sans arrêt su s'adapter aux besoins de son arbre, mais dans cet inconfort, il avait réalisé un exploit, celui de créer du confort pour son arbre jusqu'à en faire une forêt. Parce que non content d'être l'arbre le plus majestueux de la région, d'année en année, Humus avait produit des rejets, et de cet arbre chétif étaient nés des centaines d'humus, un morceau d'humanité. Merci Henri pour ce conte. Je vous propose maintenant de prendre un petit peu de recul sur ce récit que vous venez de nous partager. Et je voudrais vous poser une première question. Quel est le message, en fait, que vous avez souhaité livrer, que vous avez souhaité nous livrer avec ce conte ? Je ne sais pas s'il y a réellement un message, mais j'ai toujours été très frappé de voir les parallèles qu'on pouvait faire entre sylviculture, éducation d'un enfant et management des hommes. Le temps long, rien n'est immédiat, donc la patience, la confiance a priori en soi et dans l'autre, le contrôle a posteriori et l'ajustement permanent. Je dirais, pour faire court, savoir consentir
consentir à soi-même, consentir à l'autre, consentir à la situation et se contenter. Se contenter, c'est pas forcément se satisfaire, mais c'est être content. Je pense que c'est à la base du management et de l'éducation. Je vous remercie pour cette réponse, pour cet éclairage. Et pour continuer un petit peu dans l'exégèse de votre conte, j'aimerais vous poser une seconde question. On voit bien que tout au long de l'histoire aux racines du mus, Pierre rencontre des difficultés pour faire pousser son arbre. Alors finalement, quelle est la recette qui fonctionne pour faire grandir l'arbre ? Donc je ne suis pas un fan des recettes uniques parce que ça marche rarement. En revanche, s'appuyer sur ce que j'appelle les 3 P, la protection, la permission, la puissance. Si vous mettez de la protection, comme dans le conte, pas trop d'en faut, donc donner un cadre, ensuite vous autorisez la personne dans ce cadre à utiliser toute sa liberté, toute son énergie, et ça va permettre de développer sa puissance. Donc les 3 P, protection, permission, puissance. C'est pas une recette, mais c'est un bon guide pour l'éducation, la pédagogie et le management des hommes. Merci beaucoup Henri pour cette réponse. Avez-vous, pour terminer, un personnage qui vous inspire particulièrement ? Ça peut être une personnalité fictive ou une personnalité réelle. C'est une personnalité bien réelle que j'admire beaucoup, qui s'appelle Alexandre Jolien, qui est un philosophe que vous devez connaître, qui est né fortement handicapé, et qui parle de 2 amours qu'il a connus dans sa vie, l'amour qui tue et l'amour qui fait grandir. L'amour qui tue, c'est des gens bienveillants qui disent « reste dans ton fauteuil, ne bouge pas, on s'occupe de toi, ne prends pas de risques ». Et ça, il qualifie cet amour d'amour qui tue. Et en revanche, il a préféré les gens qu'il a rencontrés, qui lui ont permis de sortir de son fauteuil, de se casser la figure, de se relever. Et ça, il appelle ça l'amour qui fait grandir. Je pense qu'en complément des 3 P, je pense que c'est une philosophie intéressante de savoir l'amour que l'on donne à un autre, à un salarié, à un enfant. Est-ce que c'est un amour qui va plutôt le tuer ou l'aider à grandir ? Je vous remercie, on conclura le conte sur ces paroles. Encore merci à vous pour ce conte passionnant qui montre qu'avec la volonté et un bon enseignement, rien n'est impossible. De cette exploration du conte aux racines du mus, il y a 3 éléments clés que j'aimerais que l'on puisse retenir. Le premier élément, c'est qu'en management et en pédagogie, comme dans la culture, les potentiels se cultivent. Le second point à retenir, c'est que dans un processus, les échecs sont aussi importants que l'apprentissage. Et puis enfin, le dernier point, c'est que l'innovation, quel que soit le secteur d'activité, demande un temps de maturation et de développement. Vous venez d'écouter Aux racines du mus, le conte d'Henri de Navassel. Comme toujours, l'épisode est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et disponible sur notre site www.myriagoneconseil.fr. On se retrouve en janvier pour un nouvel épisode des Contes de l'innovation. Et nous allons explorer de nouveaux territoires qui ont tant à nous apprendre. À très bientôt sur la route de l'innovation.